écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes dans les locaux du Maïf Social Club, dans le Marais, à Paris, avec Chloé Tournier, qui s'occupe de ce superbe lieu, à la fois sur la forme et sur le fond. Votre lieu a rouvert hier, Chloé Tournier, donc je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, ici. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast de So Sweet Planet. J'avais envie de vous rencontrer parce que j'ai découvert par Internet et parce que des amis m'en ont parlé de votre lieu et des intervenants qui y ont déjà défilé, des activités que vous y programmez qui sont très intéressantes et qui sont très en lien avec ce que je défends sur So Sweet Planet, c'est-à-dire pouvoir éveiller à des enjeux qui sont quand même assez graves, mais avec des formes qui peuvent être assez légère, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Et donc, il y a vraiment un très beau travail qui est fait ici. Et c'était l'occasion aussi de parler avec Julie Sicot-Maillet, la commissaire de l'exposition qui est là en ce moment, Champ Libre, de parler d'écologie. Donc, je vais vous demander de parler de votre lieu, enfin de ce lieu que vous animez, sur lequel vous êtes depuis le début, de nous dire un petit peu en quelques mots de quoi il s'agit. Quelles sont les intentions qui ont sous-tendu la création du lieu, un petit peu l'historique, tout ça. Merci. Donc le Maïf Social Club, c'est un lieu qui a été créé en janvier 2017, à l'origine donc par la Maïf, qui a pour vocation de questionner les innovations, mais pas les innovations techniques et technologiques, comme souvent on l'entend, dès qu'on prononce le mot innovation, il y a derrière un imaginaire qui est très technophile, qui vient se greffer. Nous, notre sujet ici, ce sont les innovations sociales et sociétales. C'est-à-dire quels sont les nouveaux usages exprimés par les habitants, par un collectif, quels sont les nouveaux usages et quels en seront les nouveaux besoins. Donc questionner les innovations sociales et sociétales par le prisme artistique. C'est la ligne artistique du Maïf Social Club. Pour ça, on développe une programmation qui est pluridisciplinaire, qui est paritaire. J'insiste vraiment là-dessus, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Il y a autant de femmes que d'hommes qui prennent la parole dans les artistes et les intervenants qui s'expriment au Maïf Social Club. C'est un équilibre auquel il faut faire attention parce que même si on est personnellement convaincu, donc ce qui est mon cas, si je ne rectifie pas mes biais naturels, on va dire, je vais aller vers des artistes et des intervenants, vers plus d'artistes et d'intervenants hommes que d'artistes et d'intervenants femmes. Ceci pour une raison, en tout cas moi je me l'explique comme ça, c'est qu'à compétences égales et à niveau d'expertise égal, l'homme va être plus connu du grand public que la femme en règle générale. Et pour plein de raisons sociologiques dans lesquelles je ne vais pas entrer, c'est pas notre sujet. En tout cas, souvent l'homme est plus connu que la femme à compétences égales. Et comme dans un lieu qui accueille du public, on a aussi besoin, pour faire venir ce public, de pouvoir parler au public de gens dont ils ont déjà entendu parler une fois ou quoi, on va aller vers des personnalités qui sont plus connues du grand public. Et donc vers des personnalités qui sont souvent des personnalités masculines. C'est à ça qu'il faut faire extrêmement attention. Par exemple, quand les gens, des fois, ne comprennent pas forcément ce que je veux dire, il suffit que je dise, citez-moi 5 philosophes français, femmes, actuels, vivants, que je pourrais inviter en salle de conférence, par exemple. Là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus difficile. Tout d'un coup, naturellement, nous viennent des noms d'hommes, moins de noms de femmes. Et donc, c'est pour ça on fait vraiment attention à avoir une programmation qui, tout simplement, est le reflet de la société actuelle, donc avec autant d'hommes que de femmes, comme il y a autant d'hommes que de femmes qui vivent en France aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose, une programmation qui est pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'on prend la parole sur des sujets en fonction de thématiques. Donc, au Maïf Social Club, pendant 6 mois, on choisit un sujet, qui est un sujet transverse de société, qui fait débat pour X ou Y raison au moment où on décide de le mettre en scène. D'accord. Et ce sujet-là, on le crante aussi bien avec une exposition qu'avec des conférences, des spectacles, et des ateliers adultes ou des ateliers enfants. Ça, c'est vraiment une variation de formes d'expression qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que sur un sujet commun, il peut y avoir des publics extrêmement différents.
si aujourd'hui on fait une conférence sur, par exemple, des questions environnementales, Oui. il faut savoir que le public des conférences est bien souvent, globalement, un public de personnes qui sont déjà sensibles à la cause. Voilà. Alors avec des niveaux d'expertise qui peuvent varier, mais enfin quand on va voir une conférence sur un sujet, ce n'est pas dans une démarche de découverte du sujet, c'est souvent dans une démarche d'approfondissement d'un sujet qu'on connaît déjà, voire qu'on maîtrise bien. Donc la conférence a tout à fait sa place dans la programmation du Maïf Social Club. Je ne suis pas du tout excluante par rapport à cette pratique culturelle et à cette proposition. Toutefois, quand on cherche à diversifier le public, c'est-à-dire ne pas adresser que des gens qui sont déjà sensibles sur ce sujet, mais bien adresser des publics plus variés, il faut aussi proposer d'autres formes. Voilà. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait des travaux qui pouvaient être faits sur des sujets similaires. Par exemple, si on prend l'œuvre qui est dans l'exposition Champ Libre actuelle, une œuvre qui parle de la fonte des glaces. Oui, le petit glacier, là. Le petit glacier, voilà. On se rend compte que ce sont des questionnements qui sont aussi vraiment réfléchis par des scientifiques aujourd'hui, mais scientifiques et artistes ne se côtoient pas forcément et n'échangent pas forcément. Ils peuvent mener et ne touchent pas le même public non plus. Exactement. Dans ce qu'ils peuvent transmettre et la façon dont ils cherchent à éveiller. Ils ne transmettent pas de la même manière et puis ils ne se nourrissent pas l'un l'autre de leurs approches respectives. Donc c'est aussi ça, avoir un lieu pluridisciplinaire, c'est avoir un lieu qui touche un public plus varié, parce qu'un public attiré par des formes, par des propositions différentes. Et puis, c'est avoir un lieu qui permet la rencontre entre des intervenants, et je dis volontairement des intervenants, puisqu'il y a des artistes, mais aussi des scientifiques, mais aussi, on peut y avoir des personnes qui ont lancé des projets, mais aussi des collectifs de citoyens. En tout cas, entre des personnes qui travaillent sur le même sujet, mais ne se rencontrent pas, parce que évoluent dans des cercles professionnels qui ne sont pas pour eux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des choses qui nous a amené à choisir ça, d'avoir un lieu pluridisciplinaire. Donc une programmation pluridisciplinaire, une programmation paritaire qui valorise les artistes ou les intervenants contemporains. C'est-à-dire qu'on programme des gens qui sont vivants et on valorise l'émergence artistique, la jeune création. Ce principalement dans l'espace d'exposition. Nous, on a choisi vraiment de valoriser des artistes contemporains vivants, voilà, qui sont plus ou moins connus. Et effectivement, on a des gens qui sont très connus aussi, alors aussi bien parmi les conférenciers que parmi les personnes qui se viennent proposer des spectacles, parce qu'il faut savoir qu'on fait aussi beaucoup de spectacles, théâtre, chansons, danse et cirque. Liés toujours à la thématique du moment ? L'approche est toujours une approche, on prend toujours la parole sur un sujet. Donc en ce moment et jusqu'à fin juillet, c'est la question de l'environnement, qui est notre grande question, qui de fait est une question transverse. Donc il peut y avoir entre certaines thématiques qui se suivent des points communs, des similitudes. Par exemple, au printemps 2021, donc dans 8 mois à peu près, le sujet du Maïf Social Club sera le sujet du bien commun. Bon, le sujet du bien commun est un sujet lié au sujet de l'environnement. Donc, il n'y a pas des portes et des séparations extrêmes entre nos thématiques. Mais globalement, l'éditorialisation du propos, elle est faite autour d'un sujet. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur. C'était d'avoir un lieu qui annonce, noir sur blanc, voilà de quoi on va parler et voilà pourquoi on va le parler. Et ça permettait aussi, je pense, de casser un biais de programmation qu'on peut tous avoir, nous autres qui sommes à des responsabilités de programmation, c'est d'aller vers des gens ou des démarches artistiques ou des compagnies que l'on connaît et qu'on a déjà accueillis, avec qui ça s'est bien passé, qui nous proposent une nouvelle création. Et leur création va sûrement être super. Mais il me semble important de se donner en tout cas, moi, je souhaitais me donner un challenge qui était d'avoir une sélection par le propos. Et pas par est-ce que je connais ou pas, est-ce que j'ai déjà pu rencontrer, programmer cet artiste. Mais d'avoir vraiment une approche sur, là, je cherche des gens qui prennent la parole, quelle que soit la forme, qui prennent la parole sur l'environnement. Voilà. À l'automne, notre thématique sera celle de la transmission des savoirs et de l'école. Puis au printemps 21, celle du bien commun. Et à l'automne 21, celle de l'alimentation. Donc c'est toujours des sujets de société et qui permettent cette approche transverse. D'accord. Maïf Social Club, c'est un lieu qui est gratuit.
Ça, c'est aussi quelque chose auquel on est très attaché. C'est quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est un lieu qui est donc privé, créé par la Maïf. Souvent, aujourd'hui, les fondations d'entreprise ont des droits d'entrée, des prix d'entrée qui peuvent être assez élevés. On a choisi, nous, d'avoir des propositions qui soient exclusivement gratuites. Ouverte à tous. Ouverte à tous et à toutes. Et d'ailleurs, quand on dit ouvert à tous et à toutes, c'est aussi important de dire qu'on est un lieu très inclusif par rapport aux familles. On sait aujourd'hui qu'une personne sur 3 qui entre au Maïf Social Club a moins de 10 ans, que ce soit dans le cadre de visites scolaires, qu'on organise très régulièrement. Il y a à peu près 2 groupes de scolaires par jour qui viennent voir l'exposition ou qui viennent assister à un spectacle, ou que ce soit dans le cadre de propositions qui s'adressent aux familles, principalement le samedi, donc des ateliers ou des spectacles ou l'exposition. Voilà. Donc on a vraiment une politique d'ouverture par rapport aux familles. Ça, c'est peut-être un ressenti personnel. J'ai l'impression quand même que la place des enfants dans une capitale comme Paris est une place qui se réduit comme peau de chagrin, pour plein de raisons, là encore. L'augmentation du coût de la vie, l'étroitesse des espaces, qui fait qu'il y a de moins en moins d'enfants qui habitent à Paris. J'en discutais il y a quelques jours avec le directeur de l'école de mon fils qui a 7 ans. Donc ce directeur de l'école me disait, voilà, dans notre école, il y avait 300 élèves il y a 4-5 ans, il y en a 240 cette année. Il y a donc eu une perte de 60 élèves qui est liée en fait au fait que les parents ne peuvent plus se permettre de vivre à Paris et déménagent. Et parmi ces choses qui freinent peut-être, en tout cas qui peuvent contraindre la vie des enfants et donc des familles à Paris, c'est aussi des lieux, on va dire un manque de lieux ouverts sur le public enfant. C'est quelque chose il y a plein de lieux qui prennent des très jolies initiatives, plein de musées. Il y a évidemment le musée en herbe qui a été créé pour une population d'enfants, etc. Il y a plein de lieux qui prennent des initiatives, mais c'est pas du tout suffisant au regard du nombre de familles qui vivent à Paris. Donc moi, je voulais vraiment que le Maïf Social Club soit aussi un lieu inclusif pour les enfants et dans lequel les enfants puissent s'exprimer sans qu'on soit toutes les 2 minutes à leur dire « fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça ». Au Maïf Social Club, c'est prière de toucher les œuvres, mis à part quelques-unes auxquelles il faut faire attention et dans ce cas-là, on l'explique et on donne des éléments de sens. Mais sinon... Et puis en ce moment, les gestes barrières handicapent un peu aussi tout à fait. l'interactivité avec certaines œuvres, par exemple, dans l'exposition en ce moment. Tout à fait. En ce moment, mais évidemment, c'est les gestes barrières sont mis en place au Maïf Social Club et donc on évite tout ce qui multiplie les interactions. D'ailleurs, on est passé d'une exposition interactive à une exposition active pour dire que bien sûr le corps et les sens individuels sont toujours en mouvement et en éveil dans l'exposition Champ Libre. Par contre, les relations interpersonnelles par des objets communs sont en ce moment un petit peu mis en limitées pour respect des gestes barrières. Voilà, sur le Maïf Social Club. Aujourd'hui, c'est à peu près 60 000 personnes par an, donc à peu près 300 personnes par jour d'ouverture qui pénètrent dans le Maïf Social Club et qui viennent y vivre une expérience. Alors, j'ai beaucoup parlé des expériences artistiques proposées par le Maïf Social Club, mais il faut savoir que le Maïf Social Club, c'est aussi un espace de coworking, là aussi gratuit. C'est aussi un café. C'est aussi une boutique de produits éco-responsables et faits en France. Donc on a toute cette pluriactivité-là qui fait qu'il y a aussi évidemment des gens qui viennent dans ce lieu pour travailler ou pour boire un café. Et que cette pluriactivité-là, elle favorise aussi une diversité des publics et des rencontres entre des univers qui peut-être se côtoient moins dans l'espace extérieur. Et en termes d'expérience, parce que du coup, il y a quand même une part d'innovation, comme pas mal de tiers-lieux en ce moment, qui créent des nouveaux modèles, des nouvelles approches. Par rapport à cette expérience, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui comme bilan au bout de 3-4 ans ? Je pense que ce qui était à la marge est en train de devenir la norme. Donc ces choses-là, c'est des choses qui, moi, me semblent tellement évidentes aujourd'hui, par exemple la pluridisciplinarité et même la pluriactivité d'un lieu, mais c'est des choses qui, je crois, alors il y a quelque temps, effectivement, on pouvait parler de tiers-lieux et c'était assez incroyable d'avoir dans un espace culturel une boutique, un lieu de coworking et un café. Aujourd'hui, des gens qui venaient parler d'écologie, d'alimentation. Oui, exactement. Mais je pense que ça, c'est une vision qui...
Mais vraiment, je pense qu'effectivement, c'était à la marge et aujourd'hui, c'est la norme. Même les institutions publiques qui ont un certain nombre d'années derrière elles et qui sont des grosses structures, donc qui parfois, avec toutes les bonnes volontés du monde, peuvent mettre plus de temps à bouger. Et bien aujourd'hui, beaucoup d'institutions publiques ont leur café ou un restaurant qui peut d'ailleurs être ouvert en dehors des horaires d'ouverture ou de programmation quand c'est des théâtres. Toutes réfléchissent à comment faire vivre le lieu le jour si la programmation elle est la nuit. Ça vaut aussi pour les lieux musicaux. Les lieux musicaux qui ouvraient, on va dire, le soir lors de concerts, aujourd'hui réfléchissent tous à qu'est-ce qu'on fait la journée, comment on s'ancre sur un territoire, comment on fait, quelle porosité on crée entre notre espace et puis l'espace extérieur, comment on fait de ce lieu un lieu de vie, comment... Voilà, c'est des questions qui nous ont toujours structuré la manière dont on pensait la programmation, la place des publics au Maïf Social Club, mais aujourd'hui, c'est des questions qui sont omniprésentes dans toutes les structures. Et pareil sur les sujets de prise de parole. Aujourd'hui, les questions sociales et sociétales sont des questions qui sont extrêmement traitées. Même des lieux qui étaient... Par exemple, il peut y avoir des lieux qui sont des lieux uniquement de danse ou uniquement de théâtre, c'est-à-dire des lieux conventionnés pour cette pratique artistique-là. Eh ben, ils vont aussi essayer de prendre la parole d'une manière ou d'une autre sur des sujets de société. C'est des choses qui... Voilà. Je ne revendique pas d'originalité à ce sujet-là parce que je pense vraiment que c'est un mouvement de fond, alors peut-être auquel on a contribué pendant un temps, mais qui aujourd'hui est un mouvement que je pense très général dans les structures culturelles. Demain, tout le monde sera un tiers-lieu culturel, je pense, vraiment. Donc, il faudra inventer d'autres choses. Est-ce que les thématiques, les grandes lignes sont essentiellement plutôt proches de l'environnement ou est-ce qu'il peut y avoir aussi les questions de... Parce que dans les questions de société en ce moment, il y a des choses assez vives par rapport à la façon de vivre ensemble et aux minorités, à la diversité. Tout à fait. Alors, l'environnement, pour moi, est une question transverse, qui doit... l'écologie, c'est l'écologie totale, donc elle est aussi sociale, elle est aussi racisée. C'est des choses qui, pour moi, ne... Enfin, vraiment pour le... Mais d'ailleurs, toutes les thématiques, finalement, les thématiques LGBT, les thématiques des racisés en France, etc., ce sont des choses qui, encore une fois, se superposent les unes aux autres dans une démarche intersectionnelle, finalement. Voilà, c'est le mot intersectionnel est aussi quelque chose qui était avant un mot peu employé, un concept peu employé, et finalement, comme les militants se rejoignent de plus en plus et fusionnent leur lutte et leur cause, c'est un mot c'est aussi quelque chose qui devient plus présent, quoi. Exactement. Donc nous, on va avoir toujours une thématique principale qui est assez générale. Maintenant, pour avoir ces prises de parole militantes qui nous sont chères, on va évidemment inviter des personnes à parler dans le cadre de la programmation. Voilà. C'est la programmation qui fait le public. Moi, j'ai souvent tendance à dire ça, c'est-à-dire que la médiation au public, l'accueil du public sont extrêmement importantes. La manière dont on est reçu dans un lieu, la manière dont on nous parle des projets de ce lieu, ça impacte le public. Mais ce qui est prioritaire, ce qui est primordial, c'est évidemment ce qu'on propose. C'est comme au restaurant, si ce que vous mangez c'est super, mais que c'est mal servi ou quoi, et que vous ne vous y sentez pas bien, eh ben, ça ne va pas. Mais même si le service est super et que vous vous sentez bien, si la nourriture ne vous plaît pas, à un moment, vous n'irez pas dans ce restaurant. Bon ben voilà, un lieu culturel c'est pareil. Donc il faut que ce soit la programmation qui soit le lead et qui puisse créer cette diversité des publics. Pour avoir cette diversité des publics, il faut avoir une diversité des prises de parole dans la programmation. L'inclusivité du public, parce que moi, je pars toujours du public. Donc, j'ai beaucoup parlé du public famille, mais évidemment que je veux que le public du Maïf Social Club soit le reflet, tout simplement, ni plus ni moins, de la sociologie de la France aujourd'hui. Et donc, du coup, qu'il y ait des personnes racisées qui soient présentes dans notre public, évidemment, que les communautés LGBT se sentent à l'aise dans notre public, ça paraît aussi extrêmement évident. Donc, on va donner la parole à des personnes dans le cadre de notre programmation. On a eu notamment Amandine Gay, qui est l'auteur du documentaire Ouvrir la voie, oui. Et qui va sortir son prochain documentaire aussi chez nous autour de la question de l'adoption. L'adoption, oui. Donc, dans le mois des adoptés qu'on a accueilli l'année dernière et qu'on réaccueille l'année prochaine. Je fais attention à avoir aussi dans la programmation, dans les artistes de l'exposition, dans les spectacles, des personnes racisées.
Sur les questions LGBT, on a eu pas mal d'événements liés au féminisme, alors que ce soit des événements plutôt type empowerment, self-défense au féminin, on a accueilli les 10 ans du magazine Cosette, enfin voilà. On a beaucoup de choses qui vont être des événements plus ponctuels, des événements type le mois des adoptés, type les 10 ans de Cosette, et qui nous permettent de prendre la parole, même si ces sujets-là ne vont pas être nos sujets principaux de société traités pendant 6 mois. Donc sur la question de l'apprentissage, sur la question du bien commun, de temps en temps viennent se greffer des questions LGBT, des questions liées à la place des racisés en France, etc., etc. Mais ça n'est pas le sujet principal. Et j'aime bien que ce soit comme ça. J'ai discuté récemment avec une amie là, cette semaine. Et je disais, je cherche des livres avec 2 papas ou 2 mamans pour mon fils, mais je voudrais que le fait qu'il y ait 2 papas ou 2 mamans, ça ne soit pas le sujet de l'histoire. J'ai pas envie que ce soit un livre qui parle d'avoir 2 papas ou d'avoir 2 mamans, en fait. Comme dans les séries Netflix, en fait. Exactement, je veux que ce soit un livre qui parle de tout et de rien, de problématiques d'enfants, dans lequel ça soit présenté comme quelque chose de tout à fait normal et que ce soit pas ni le sujet ni le titre du livre. Voilà. Et bien la programmation du Maïf Social Club, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'aimerais bien que la cause queer, LGBT, la cause des racisés ne soit pas le sujet de la programmation, mais transparaissent de manière normale et évidente dans toutes nos prises de parole et quel que soit le sujet traité. Les ateliers, qu'est-ce qui se passe dans les ateliers ? Les ateliers, c'est un peu notre grande fierté. Les ateliers, c'est quelque chose qui est très demandé par nos publics. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie aussi particulièrement. Les ateliers sont aussi une manière de questionner la thématique du moment au Maïf Social Club, mais par le faire. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on est convaincu que c'est par l'apprentissage, c'est par le faire et c'est par le corps en action qu'on acquiert de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que un format atelier court, 1h30, avec souvent la production d'un objet, permet d'attirer un public nouveau et de découverte. Je vous donne un exemple. Si demain, j'organise une conférence sur les huiles essentielles, c'est-à-dire l'utilisation des huiles essentielles. Donc, dans ma salle de conférence, je vais avoir 80 personnes, c'est à peu près la jauge de ma salle, qui connaîtront déjà la question des huiles essentielles, globalement. C'est-à-dire des gens qui sont déjà plus ou moins au courant. C'est ce qu'on disait sur le format conférence. Deuxième chose, certaines de ces personnes qui utilisaient les huiles essentielles avant de venir à la conférence continueront à utiliser les huiles essentielles. Pour les personnes qui ne les utilisaient pas particulièrement, la conférence ne va pas être un déclencheur, ne va pas être un passage à l'acte. Donc mon taux de transformation finalement, si je veux induire un changement, il est pas très bon. Sur un atelier, donc j'ai une jauge bien moindre, donc on va dire que ça va être 10-15 personnes, puisque on est dans le faire, il faut évidemment limiter c'est pas à la chaîne, quoi. Donc imaginons, je vais faire un atelier sur moins de stress grâce à votre petite huile essentielle. Finalement, c'est la même chose. Il va y avoir une transmission de connaissances qui est à peu près similaire, mais qui va être orientée, non pas en format cours magistral, mais orientée en format « viens faire avec nous » et tu vas en plus repartir avec ton pchit huile essentielle. Donc là, 2 choses. D'abord, je vais avoir un public plus diversifié. Je vais avoir un public qui vient pour repartir avec son pchit et c'est très bien. Parce que du coup, ça va me permettre de toucher un public qui n'est pas forcément en maîtrise du sujet des huiles essentielles. Et ça va me permettre d'avoir un passage à l'acte plus évident. Puisque les gens auront fait ce pchit huile essentielle en atelier, ils vont ensuite probablement l'utiliser. Une fois qu'il est dans le sac et qu'il est là, ils vont probablement l'utiliser. Et ils sauront que ce n'est pas si compliqué que ça de faire et que potentiellement le passage à l'acte est plus évident. Moi, par exemple, sur la lessive maison, je fais ma lessive maison. Il m'a fallu 6 mois de me dire « Oh tiens, il faudrait que je fasse ma lessive maison, à lire des recettes et tout ça. » Enfin, ça me semblait un truc, quoi. Alors qu'en fait, c'est bête comme chou de faire sa lessive maison, de l'eau, du savon, un petit peu de vinaigre et puis c'est plié. Donc, c'est pour dire que parfois, le passage à l'acte semble difficile et il est bon non pas de dire aux gens « voilà, vous pourriez passer à l'acte à l'issue de cette conférence », mais de créer le passage à l'acte et de créer le changement dans la programmation, dans la structure. Voilà. C'est pour ça qu'on valorise beaucoup les ateliers. Qui sont gratuits aussi ? Oui, tout est gratuit.
Ça a l'air moins sérieux, comme ça, un atelier. Est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce que c'est vraiment de la transmission de connaissances? Il peut y avoir des préjugés par rapport aux ateliers, alors que pour moi, c'est aujourd'hui la forme qui est la plus démocratique et la plus évidente en termes d'impact, en termes de longue traîne sur qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on dit ici, et est-ce que ça induit ou non un changement dans les pratiques individuelles et collectives des personnes qui ont vécu une expérience ici. Donc des ateliers pour les adultes tous les samedis matins, pour les enfants tous les samedis après-midi. Les ateliers qui sont proposés aux enfants sont aussi proposés aux scolaires le lundi. Il y a un travail de fond. Hein. Une réflexion en tout cas qui est toujours en cours sur comment avoir de l'impact et sans être donneur de leçons. C'est ça qui est aussi agréable sur les ateliers, c'est qu'on n'est pas dans un discours exclusivement descendant. Voilà, il peut y avoir aussi une prise de parole de chacun. Mais ça me fait penser, on a accueilli il y a un an et demi, la philosophe Cynthia Fleury au Maïf Social Club qui parlait de la démocratie participative et qui soulignait ça, qu'en fait, sous un aspect extérieure d'égalité entre chacun d'entre nous pour la démocratie participative, c'est quand même chacun peut s'exprimer, chacun peut voter pour le budget, chacun peut soumettre des idées. Finalement, est-ce que c'est pas la forme la plus grande d'égalité qui soulignait les différences fondamentales, puisque démocratie participative, à partir du moment où il n'y a pas d'égalité matérielle, d'égalité en termes de temps à consacrer, d'égalité en termes d'accompagnement sur la montée en compétences et en connaissances sur les sujets, en fait, reproduit l'inégalité. Bon, c'est la différence entre égalité et équité. Voilà, hein. Et effectivement, on n'est pas du tout tous égaux, même dans un cadre de démocratie participative. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas mal d'offrir des temps qui facilitent le passage à l'acte pour tout le monde. J'ai vu que vous aviez de délicieux paniers de fruits et légumes bio de saison chaque semaine qui viennent du Val-de-Loire. Oui, les paniers du Val-de-Loire. On est aussi un lieu effectivement de distribution de paniers bio. Alors c'est une structure qui me semble être un peu la structure optimale en termes de circuit court et de valeurs, éthique et responsabilité. Oui. Donc on est sur une structure qui est salariée des agriculteurs. Donc ce n'est pas une structure créée qui va chercher des agriculteurs pour distribuer les produits. C'est bien des agriculteurs qui se mettent ensemble et qui décident de salarier des personnes pour distribuer leurs produits. Donc ça inverse un petit peu le rapport de force qui s'appuie sur un réseau d'une 50aine d'agriculteurs en bio raisonné, dont aussi des agriculteurs de jardins de cocagne, dont aussi des établissements de réinsertion sociale, etc., etc., et qui livre donc sur un engagement annuel pour les personnes qui le souhaitent, des paniers, donc des personnes qui s'engagent pour un an à consommer les paniers avec les produits qui sont ceux des agriculteurs du moment. Voilà, donc sans qu'on ne puisse choisir les produits. Et moi, c'est un engagement qui me semble être le meilleur finalement dans le soutien qu'on peut avoir. C'est un petit peu comme les AMAP, sauf que là, il y a des personnes salariées qui font la jonction entre l'agriculteur et le consommateur. Exactement, parce que du coup, c'est 50 agriculteurs, c'est pas un agriculteur. Voilà. Mais oui, ça fonctionne comme une AMAP. Oui, puis l'AMAP, il faut être sur place pour aller chercher son panier. Alors Exactement. Que là, comme ils voilà. Mais ils distribuent dans plein d'autres endroits à Paris. D'accord. Et c'est eux qui distribuent aussi chez nous leurs paniers bio. Et ils sont délicieux. Donc là, les personnes qui sont intéressées, comment elles viennent pour pouvoir en profiter ? Eh bien, elles s'inscrivent sur le site des paniers bio du Val-de-Loire. D'accord. Et le Maïf Social Club est un des points de distribution. Voilà. Après, elles peuvent aussi passer par le Maïf Social Club si elles veulent les informations, mais nous sommes ici un lieu de distribution. Le lieu, il fait quelle surface ici ? À peu près 1000 m², dont à peu près 900 m² ouverts au public. Donc c'est quand même un petit lieu. Un petit lieu quand même en plein cœur du Marais, c'est ça. Pour le lieu, si on replace dans le contexte, c'est déjà un grand lieu. C'est déjà un grand lieu, il nous manque un extérieur. Ah, donc vous avez réouvert hier, c'est ouvert tous les jours ? On est ouvert tous les jours sauf le dimanche, 10h, 19h, jusqu'à 22h le jeudi. Très bien. Alors, je vais inviter nos auditrices et nos auditeurs ensuite à aller dans la description écrite du podcast que vous retrouverez soit sur votre application de podcast, soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, là où vous pouvez aussi écouter, soit sur le site sosweetplanet.com. Nous allons mettre des liens pour accéder au site internet du Maïf Social Club et puis quelques liens sur des parties dédiées, dont l'exposition en cours Champ Libre et puis les informations pratiques aussi.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous Chloé, et très bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je viens de voir une très belle exposition dont nous allons parler avec Julie Sicot-Maillet, qui est la commissaire de cette exposition, qui va donc nous en parler. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de So Sweet Planet. Merci. Vous y êtes la bienvenue puisque vous travaillez sur les questions environnementales au travers de l'art. Et cette exposition qui vient de réouvrir, puisqu'il y a eu les 3 mois de fermeture. Oui, à peu près, oui. Depuis mi-mars. Voilà. Et ça est réouvert hier. Dû au confinement. Donc nous sommes rue de Turenne à Paris. Et je vais vous demander donc de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être en commençant par cette belle phrase de Jules Renard qui nous ouvre le chemin quand on arrive et qui nous permet de rentrer dans cet univers. Oui. Cette phrase de Jules Renard, effectivement, penser, c'est chercher des clairières dans une forêt, nous a beaucoup inspiré. Je dis nous parce que cette exposition, dont je suis la commissaire, effectivement, mais c'est une exposition qu'on a vraiment travaillée de manière collégiale avec l'équipe du Maïf Social Club, avec la scénographe Isabelle Desron et une de ses collaboratrices, Floriane Rouet. Donc, je vais souvent dire nous, voilà. Et c'est important parce que l'écologie, c'est aussi des modes de gouvernance partagée, gouvernance collégiale. Et là, on l'a mis en œuvre de manière très naturelle. Ça n'a pas été une demande du Maïf Social Club, par exemple, au départ. Ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Donc, effectivement, penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. Cette exposition Champ Libre, on l'a conçue comme sans parcours prédéfini, pour laisser toute liberté aux visiteurs de choisir son propre parcours, d'aller vers telle œuvre ou telle œuvre. Et si, quand on pénètre dedans, on a comme une forêt, je dirais, de poteaux, des feuillages en papier. Et au milieu, comme l'espace d'exposition du Maïf Social Club a en son centre, au plafond, je dirais, une verrière, exactement. Un beau puits de lumière. Exactement. Et donc, on a une petite colline sur laquelle on peut monter qui nous attire vers cette verrière. L'idée de cette colline, c'est la clairière, mais c'est aussi permettre de penser, justement, de s'asseoir à plusieurs, d'échanger, de pouvoir avoir une vision d'ensemble sur toute l'exposition et en même temps de voir d'une œuvre à l'autre. Par exemple, quand on est sur cette petite colline, on va avoir sur notre gauche l'œuvre de Voggenbell et puis sur notre droite, on va avoir l'œuvre d'Olga Kisselleva, par exemple. Si on avait eu un parcours et si on n'avait pas eu cette colline clairière, on n'aurait pas pu les connecter. Or, tout est connecté dans l'exposition. De même que l'écologie, c'est la science des relations entre les êtres, les choses, les éléments. Donc, Champ Libre, l'accrochage, la scénographie permettent d'expérimenter en fait cette notion d'écologie. Et alors, comment avez-vous choisi, vous, en tant que commissaire de cette exposition, les artistes qui ont réalisé des œuvres en lien avec la thématique de Champ Libre? Oui, alors peut-être un petit mot sur cette thématique. Le thème central de Champ Libre, c'est la transition écologique. La transition écologique, ça implique l'action. Le titre, c'est Champ Libre. Ce qu'on a souhaité montrer dans cette exposition, c'est qu'on a tous la liberté d'agir. Dans l'exposition, concrètement, on est maître de notre parcours, des œuvres qu'on souhaite connecter entre elles, de ce qu'on souhaite regarder en priorité, de ce qui va nous attirer le plus. Mais dans notre quotidien, on est aussi libre d'agir de manière individuelle, de manière collective, pour faire évoluer les choses et construire une société plus durable. Donc ça, c'est petit mot sur le thème en fait de départ de notre réflexion et la direction qu'on a souhaité lui donner. Après, les artistes que nous avons invités, alors moi, je travaille depuis plusieurs années sur la création contemporaine et les différents enjeux sociétaux, dont une grosse part sur l'écologie, je dirais sur la culture durable de manière générale, parce que c'est aussi les droits humains. C'est là où on rejoint aussi les enjeux que vous portez dans vos podcasts. Donc, la plupart des artistes, je connais leurs travaux depuis longtemps et leurs engagements. Il y a également certains artistes que j'ai découverts à l'occasion de la réflexion qu'on a menée
toujours de manière collégiale sur cette exposition. Et donc on a vraiment construit cette exposition avec tout mon passif, on va dire, de commissaire d'expo. Et il y a aussi 10 nationalités, je crois. Hein. 10 nationalités, oui, ça doit être ça. Donc c'est bien parce que comme vous me l'expliquiez tout à l'heure en faisant la visite, c'est qu'effectivement ça permet justement de décentrer notre regard, d'avoir d'autres approches, on a des habitudes en fait pour considérer certains sujets, et là le fait que ça soit à la fois des artistes et en même temps de différentes nationalités, ça permet, par exemple, vous m'avez montré le travail des Finlandais. Oui, Timo Aho et Pekka-Neti Virta. Voilà, donc finalement, toutes les thématiques, on les retrouve malheureusement maintenant sur toute la planète. Eux, ils ont travaillé sur la montée des eaux. Oui. Alors, effectivement, on les a invités sur un projet qu'ils ont mené en 2018 sur les îles Hébrides, qui sont au large de l'Écosse, où ils ont symbolisé la montée des eaux par une ligne lumineuse qui traversait le paysage d'une des îles et qui montrait à l'horizon de quelques décennies que si on continue dans le même sens, ces îles seront recouvertes. Et on leur a également proposé de travailler sur le lieu dans lequel on se trouve. Oui. Donc Paris, le Maïf Social Club est à proximité de la Seine, vu qu'on se trouve dans le Marais. Et ils ont donc créé une installation lumineuse, une ligne toute simple, qui relie un programme informatique qui, lui, est très compliqué et qui est basé sur certaines données qu'on trouve sur Internet, donc WebCritect et Vigicru, qui sont les sites du ministère de la Culture, de la Transition écologique et de la Commission européenne, et qui donnent en temps réel le niveau des eaux. Donc cette ligne lumineuse qui se trouve dans le Maïf Social Club est reliée à la montée des eaux au niveau de la Seine, à Paris, et au niveau de l'estuaire, au niveau du Havre, l'embouchure dans la mer. Et cette ligne lumineuse est allumée lorsque l'eau monte, et elle s'éteint lorsque l'eau soit reste à niveau, soit baisse. Et elle est installée à une certaine hauteur qui permet, de même que le travail qu'ils ont mené sur les îles Hébrides, de voir à horizon 2100 si la montée des eaux continue dans le même sens qu'aujourd'hui. Au même rythme. Voilà, à quel niveau on aura l'eau à Paris. Ça permet de rendre concret tout à fait ces projections qui sont un peu lointaines. Et alors, on peut peut-être parler aussi du travail de Suzanne Husky. Oui. Il y a 2 œuvres, je crois. Oui, il y a 2 œuvres de Suzanne. Donc Suzanne est une artiste franco-américaine qui, elle, a un gros engagement sur les questions environnementales, l'écoféminisme. Elle utilise aussi beaucoup l'imagerie révolutionnaire. Et pour l'exposition Champs libres, on présente à la fois une série photographique qui est relativement ancienne, qui date de 2009, qu'elle a réalisée en Ariège à l'occasion d'une résidence, où elle a suivi plusieurs femmes exploitantes agricoles. Alors il faut savoir aussi que dans le monde, il y a énormément de femmes qui sont exploitantes agricoles, mais très peu sont reconnues comme telles. Et ce sont des exploitantes agricoles qui travaillent selon des méthodes douces pour l'environnement. Alors il y a à la fois de la permaculture, de l'herboristerie, de l'élevage, sans grosses machines, on va dire. D'ailleurs, la série s'appelle Ariège Against the Machine. Et il y a une autre œuvre de Suzanne Husky, qui est par contre une œuvre très récente, puisqu'elle date d'il y a quelques mois, de 2019, qui est un immense tapis rond de, si je ne me trompe pas, 3 mètres de diamètre, si mes souvenirs sont bons, qu'on présente, alors qui peut être présenté au sol, mais que là on a choisi de présenter de manière verticale sur une roue qu'on pouvait faire tourner avant le confinement. Maintenant, avec les gestes barrières, on demande aux visiteurs de ne plus la faire tourner. Ne plus toucher les... Ne plus toucher. Parce que c'était assez interactif. Oui, l'exposition était très interactive et immersive. Là, elle reste immersive, mais il y a plein de gestes qu'on n'a plus le droit d'effectuer, donc elle est moins interactive. Mais elle reste immersive quand même. Et donc, ce grand tapis, qui est donc un tapis rond, avec plein de scènes et plein de traits entre des petites scènes, entre des humains, entre des éléments naturels, végétaux, un arc-en-ciel, une rivière, entre des actions aussi. On voit une pelleteuse qui est en train de détruire une forêt. Voilà, donc diverses actions comme ça, mais tout est lié par des traits, par des lignes, qui montrent aussi cette notion d'écosystème, de ce système de relations. Et à la périphérie, tout autour du tapis, on a un serpent qui fait le tour et qui est le serpent de la vie. Le titre de l'œuvre, c'est Régénération. Et c'est vraiment l'esprit de Champs libres, à savoir
être honnête, montrer que les enjeux écologiques aujourd'hui sont très très importants et qu'on ne peut pas continuer dans le sens dans lequel on va depuis plusieurs décennies, mais qu'on a les moyens de faire les choses et de régénérer, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas de prendre soin de tout ce qu'on a et de ce qu'on est aussi, de l'humain aussi. Et elle les fait tisser au Népal, je crois. Voilà, avec des tisseurs et des tisseuses népalaises qui travaillent selon des techniques traditionnelles. Donc elle fait tout le dessin elle-même et voilà, ensuite c'est envoyé là-bas. Et il y a aussi des petites maisons dans lesquelles on ne peut plus pour l'instant, mais dans lesquelles on entrait la tête par en dessous. Oui, donc c'est une série de Vaughan Bell, qui est donc une artiste américaine très très engagée aussi, qui sont... Donc ça s'appelle Village Green, là on l'a intitulé Village Vert pour l'exposition Champs Libres. Ce sont des petites cabanes, effectivement, qui sont des sortes de terrariums en plexiglas, alors qu'on a produit évidemment à Paris, on ne les a pas transportées depuis les États-Unis. Elles sont en plexiglas recyclé, elles sont suspendues au plafond. Il y a un trou, on dirait sous le plancher en fait de la maison, et on insère notre tête dans ces petites maisons qui accueillent donc des terrariums. Et on a les odeurs des végétaux, les odeurs de la terre aussi, il y a du sable, et on est vraiment nez à nez avec toute cette petite végétation qui forme comme une petite jungle, enfin des écosystèmes en fait. Donc dans ces maisons, la nature est notre maison, c'est aussi c'est une image. Et pour parler aussi un peu de comment on a conçu l'exposition, pour qu'elle soit aussi en accord avec le discours qu'on souhaitait porter, je vous ai dit que les terrariums maison étaient en plexiglas recyclé. De même qu'on a monté un partenariat avec le lycée d'horticulture de Montreuil qui s'est occupé de la végétalisation dans le cadre de leurs enseignements et qui, à l'issue de l'exposition, à qui on va donner ces 3 maisons pour qu'ils puissent, eux, continuer à travailler sur l'enseignement des terrariums. De même, au sol de l'exposition, dans la scénographe, donc Isabelle Desron, dont le travail a été vraiment en accord complet avec le propos de l'exposition, avec le travail des artistes, a imaginé une moquette au sol. Donc, on peut rentrer pieds nus dans l'exposition. Et cette moquette, les dessins qui sont dessus symbolisent différents milieux aquatique, milieu urbain, milieu végétal, etc., qui se rapportent aux différents enjeux mis en lumière par les créations. Et cette moquette a été réalisée à partir de filets de pêche recyclés. Et à l'issue de l'exposition, elle va être donnée à un autre lieu. Et vous, est-ce que je peux vous demander comment vous avez été sensibilisé à ces enjeux-là, que vous avez intégrés maintenant dans votre parcours professionnel pour les défendre, pour y sensibiliser? J'aime bien poser cette question, en fait, comme j'interviewe beaucoup de personnes qui sont impliquées sur les questions environnementales ou de droits humains, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde dans la population. Et donc, j'aime bien essayer de comprendre comment, à un moment, quelquefois c'est un déclic, quelquefois c'est l'éducation, ça passe par des voies différentes, mais à un moment, il y a une prise de conscience qui fait qu'il y a une mise en mouvement d'une vie particulière qui va contribuer à éveiller d'autres personnes. Oui, je ne m'attendais pas à cette question. Eh bien là, mais voilà. Non, la réponse est relative, est simple. Je pense que on est nombreux dans ce cas-là, en tout cas je le souhaite, à avoir évolué aussi ces dernières années et à prendre conscience des enjeux écologiques. Mais pour moi, l'écologie, c'est vraiment... ça ne touche pas que la nature, ça touche aussi, comme je disais tout à l'heure, les droits humains. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui pour certains éléments ont toujours été très importants pour moi, et puis d'autres que j'ai agrégés au fil des années. Et j'ai travaillé pendant longtemps dans un parc, le domaine départemental de Chamarande, qui est un site historique paysager où le projet artistique pendant plusieurs années était tourné autour des questions de culture durable. On a notamment travaillé avec une association qui s'appelle COAL, Coalition pour l'art et le développement durable. Voilà, et en fait c'est un cheminement progressif. Et c'est vrai que moi, depuis que je travaille, depuis plus de 20 ans que je travaille sur la création contemporaine, ce qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours porté dans ma passion pour la création contemporaine, c'est la façon dont les
les œuvres, les artistes permettent d'avoir une autre approche d'une question, quelle qu'elle soit, et d'avoir un regard, des portées décentrées qui nous permet, nous, d'ouvrir notre regard, mais notre regard au sens large. Oui, de l'enrichir, d'une diversité de points de vue, et pas toujours regarder par la même focale. Exactement. Oui. Exactement. Donc l'exposition Champ Libre qui a réouvert, en fait elle avait ouvert à quelle date 31 janvier ou 1er février. Ah oui. Donc mi-mars, on a eu le confinement. Oui. Ça a réouvert donc hier et ça va être accessible à tout. Jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet. Voilà, là on a pu un petit peu la prolonger. Oui. Mais pas au-delà, puisqu'après au mois d'août, le lieu ferme pour le mois d'août. Et septembre, ce sera autre chose. Une nouvelle exposition. D'accord. Oui, et là, parce qu'en fait, c'est dans une seule salle, c'est dans une pièce, mais dans cette salle, en fait, c'est un peu comme des poupées russes, j'allais dire, parce que quand on s'approche d'une œuvre, il y a l'œuvre qu'on a devant nous visuellement, il y a évidemment un petit texte explicatif et qui ouvre vers d'autres réalités aussi. Oui. Que ce soit des données scientifiques ou il y a des mises en images. Complètement. Il y a effectivement le petit texte, le cartel, on va dire, qui présente l'œuvre avec des mots, je dirais. Et on a la question écologique, une des questions écologiques soulevées par l'œuvre, qui va être mise en dessin et qui va être plus de l'ordre du documentaire. Par exemple, à côté de l'œuvre de Stéphane Shankland, qui travaille sur le recyclage des gravats des chantiers de démolition, il est question du sable, cette ressource naturelle qui s'épuise progressivement parce qu'on l'utilise notamment beaucoup dans le BTP et aussi pour tous nos outils numériques. Oui. Et donc, il y a un dessin fait par Isabelle Desron, la scénographe, qui permet de comprendre, avec quelques données chiffrées, on va dire, qui permet de comprendre que cette ressource-là va disparaître progressivement, parce qu'elle est utilisée énormément dans le BTP notamment. Donc on a un caractère un peu documentaire aussi dans l'exposition, mais qui est documentaire et mis de manière visuelle par ces dessins, et qui permet aussi une approche tant par un adulte qui s'intéresse aux questions d'écologie que par un enfant, puisqu'il y a énormément d'enfants qui passent au Maïf Social Club. Il y a une œuvre qui était interactive et qu'on a pu conserver interactive, et que je ne vous ai pas montrée, qui est à la sortie de l'exposition, qui est une œuvre d'Ettore Favini, donc un artiste italien, qui est un distributeur. Vous voyez, ces distributeurs de gadgets où on met une pièce d'€1 et puis on a une petite boule, donc symbole de la surconsommation du déchet par les boules en plastique. Sauf que là, à l'intérieur, on a un petit sachet de graines avec un petit mode d'emploi de plantation. On récupère ce sachet de graines et on laisse la boule dans un réceptacle, puisque nous, on la réutilise après en remettant des graines. Et l'idée de cette œuvre, c'est que chaque visiteur qui souhaite acheter cette petite boule de graines pour €1, ensuite, on est un peu dans l'esprit de la Green Guerilla, aille semer ses graines au fil de ses balades, là où il souhaite. Il y a un site internet également où on peut renseigner l'endroit où on a semé les graines, et en fonction du lieu d'implantation de ce distributeur de graines, l'artiste choisit les plantes. Donc là, vu que c'est pour Paris, ce sont des plantes mellifères, pour les abeilles notamment, et je trouve que ça montre vraiment aussi cette question de l'action individuelle, et par un petit geste d'activisme local, on peut toucher à un projet global. Et se relier et faire ensemble, puisque là maintenant il va falloir faire ensemble et de façon assez large pour réussir à inverser les tendances. J'invite nos auditrices et auditeurs qui ne seraient pas forcément sur Paris et qui n'auraient pas l'occasion d'y venir avant fin juillet à vraiment aller consulter le site internet. Donc je vais mettre les liens sur le descriptif écrit du podcast, le site internet du Maïf Social Club, parce que sur la partie dédiée à cette exposition Champ Libre, il y a des petites vidéos qui sont, j'ai trouvé vraiment très bien faites et qui là aussi permettent encore d'apporter une dimension supplémentaire à l'exposition et aux œuvres, avec chacune des artistes
qui explique un petit peu son intention et sa façon de travailler, chacun avec justement de différentes origines sur la planète. Oui, c'est la première fois que le Maïf Social Club fait ça pour une exposition. Et c'est très très bien, d'autant plus que c'est toujours mieux d'avoir la parole de l'artiste que du commissaire d'exposition. Mais bon. Oui, puis c'est vrai que ça rend plus vivant aussi de voir la personne qui a créé. Complètement. Et puis là, d'autant plus là avec la période de confinement qu'on a vécue, oui. Ça a permis de continuer à faire vivre l'exposition et que plein de personnes puissent se connecter, je dirais, à l'exposition. Et il y a aussi le livret jeune public qui est aussi téléchargeable. Oui. Donc, moi, personnellement, je l'ai envoyé à mes petites nièces. Oui. Je leur ai dit, faites-le pendant le confinement. Enfin, voilà. Oui. On va mettre les liens pour tout ça. C'est une exposition qui est en accès libre. Oui. C'est important aussi de le dire. Oui, le Maïf Social Club est en accès libre, tant l'espace de coworking, le café-boutique, que les expositions et la programmation de spectacles, d'ateliers, de rencontres. Julie Sicot-Maillet, merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette belle visite. Et je vous souhaite une belle continuation avec de belles futures expositions et projets, j'espère sans problème de confinement. Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.